l'Europe va vers la guerre, tout simplement. Ça, c'est le sondage qui a été mené auprès de 65 pays du monde par les instituts Wynne et Gallup International et qui a été diffusé le 13 janvier 2014. Dans 65 pays du monde, auprès de milliers de personnes, on a posé des questions. La question, à votre avis, quel pays représente la plus grande menace pour la paix du monde? Ça a été posé aux États-Unis, en France, en Russie, en Chine, en Israël, en Arabie, à Gaza, etc. Ça a été fait dans très très nombreux pays du monde pour avoir une espèce de... Est arrivé en premier, États-Unis, 24% de la population planétaire considère que la première menace pour la paix du monde sont les États-Unis d'Amérique. Ensuite, c'est le Pakistan avec 8%. Il y a d'abord pas mal d'Indiens qui ont été interrogés. Puis la Chine, 6%. Puis à égalité l'Afghanistan, l'Iran, Israël et la Corée du Nord avec 5%. Puis l'Inde, 4% à égalité avec l'Irak et le Japon. Je suppose qu'on a demandé pas mal l'avis des Chinois à ce sujet. Puis la Syrie, 3%, la Russie, 2%. L'Australie, l'Allemagne, les territoires palestiniens, l'Arabie Saoudite, la Somalie, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, 1%. Donc, je ne prends pas parti, je fais que citer un sondage, mais force est de constater qu'avec la construction européenne qui nous pousse à entrer dans l'OTAN, en vertu de l'article 42 du TUE, traité de l'Union européenne, eh bien c'est le troisième choix dramatiquement erroné fait par la France. La France et les pays membres de l'Union européenne sont obligés de se solidariser militairement du pays qui est jugé par la planète entière comme menaçant le plus la paix du monde. D'ailleurs, l'élargissement vers l'Est de l'Union européenne, avec l'entrée de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la République tchèque, de la République slovaque, de la Hongrie, de la Slovénie, de la Roumanie, de la Bulgarie, a été précédé, dans tous les cas, par l'entrée d'abord dans l'OTAN, à la demande des États-Unis d'Amérique. C'est d'ailleurs ce qui devait arriver avec l'Ukraine, puisque l'Ukraine devait entrer dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne. L'objectif des Américains est parfaitement limpide. Il s'agit de faire coïncider l'Union européenne et la partie européenne de l'OTAN. C'est l'illustration de ce que je ne cesse de dire dans mes conférences. L'Union européenne et l'OTAN, c'est exactement la même chose. Il suffit de regarder par exemple ce qu'est l'Eurocorps, c'est-à-dire ce qui est censé être l'armée, l'embryon de l'armée européenne, avec 5 membres permanents, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique et le Luxembourg, et 4 pays qui participent à l'état-major, l'Autriche, la Grèce, la Pologne et la Turquie. Il suffit d'aller regarder justement le site internet de l'Eurocorps et de faire un zoom. Eurocorps, France, the European Union, the Atlantic Alliance, une force militaire pour l'Union européenne et l'Alliance Atlantique. L'Union européenne et l'OTAN sont les deux faces de la même monnaie. L'Union européenne est la construction politique, dont la face militaire est l'OTAN. Ça a été concocté par les États-Unis d'Amérique à la fin des années 40 et au tournant des années 50. C'était suite au partage de l'Europe entre Staline et Roosevelt, qui avait été acté aux conférences de Téhéran et de Yalta, et confirmé à la conférence de Potsdam, où Roosevelt était décédé et était remplacé par Truman. C'est d'ailleurs, quand vous avez compris cela, vous comprenez pourquoi la Turquie doit entrer dans l'Union européenne. En France, un certain nombre de gens se posent la question, mais pourquoi la Turquie devrait-elle entrer dans l'Union européenne? Est-ce que c'est un pays européen? Mais c'est se moquer du monde. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui l'exigent pour essayer de faire coïncider le périmètre de l'OTAN et de l'Union européenne, avec comme objectif d'encercler la Russie. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Zbigniew Brzezinski, qui était un conseiller un Américain d'origine polonaise, qui a été conseiller diplomatique de Carter, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Échiquier, The Great Chessboard, qu'il vous suffit de lire pour comprendre ce qui se passe. La politique des think tanks américains consiste à vouloir démanteler la puissance russe autant que faire se peut en chassant la Russie au fin fond de l'Eurasie. C'est ce qu'il explique. Il a publié ce bouquin il y a 15 ans. Et donc, la mainmise sur l'Ukraine, c'est comme le reste, il s'agit d'arracher à l'Ukraine, pan par pan, de grignoter la Russie et ses protections géopolitiques. Alors, ça nous explique d'un seul coup ce qui se passe et les événements en cours. L'exemple de la Syrie, par exemple. La guerre en Syrie. Monsieur John Kerry s'est invité à la réunion des chefs des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui s'était tenue à Vilnius
en octobre 2013, où l'on voit John Kerry, le secrétaire d'État américain, rencontrer la baronne travailliste, Lady Catherine Ashton of Poland. De vous avoir, on n'a pas l'impression que Madame Ashton impose ses vues sur cette photo. On voit plutôt quelqu'un qui se fait donner des instructions par le secrétaire d'État américain. D'ailleurs, après cette réunion, les Européens ont tenté de légitimer une attaque jugée inéluctable contre la Syrie. Vous vous rappelez ce sketch? Bon, jusqu'à ce que les Russes mettent le haut là, j'ai pas le temps de vous en parler ici, mais ils ont envoyé, semble-t-il, 2 missiles S-300 qui ont envoyé au tapis 2 missiles que les Américains venaient de lâcher contre la Syrie. D'un seul coup, les Américains se sont rendus compte qu'effectivement, ce que disaient les spécialistes militaires était exact, c'est que la Russie a 15 ans d'avance dans les systèmes de défense anti-aérien contre les États-Unis. Du coup, les États-Unis, vous avez remarqué comment la Syrie, on n'en parle plus. Hein. On n'en parle plus. Tout va très bien. Je rappelle qu'à un moment de l'affaire des frappes en Syrie, il y avait le camp occidental, c'est-à-dire les États-Unis et leurs domestiques en Europe, plus leurs obligés, l'Arabie Saoudite, la Turquie, j'ai parlé dans le cas de l'OTAN, et puis l'Australie et le Japon, mais le reste du monde, c'est-à-dire les grands pays du monde, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Argentine, étaient tous contre l'intervention en Syrie. Ça, c'est pour ceux qui pensent que lorsqu'on entend à la radio, à la télé, je ne sais pas ce qu'il en est en Angleterre, mais en France, on entend la communauté internationale condamne ce qui se passe en Syrie. En fait, la communauté internationale, ça veut dire les États-Unis et leurs vassaux. C'est ça, la communauté internationale. Et en l'espèce, la communauté internationale, la grande majorité des États du monde était contre. Alors, je ne peux pas terminer cette conférence et ce chapitre sur l'histoire sans avoir une pensée émue pour ce qui vient de se passer en Ukraine, et notamment pour cette histoire extraordinaire qui a été diffusée par les services de renseignement russes, qui ont intercepté une conversation téléphonique entre Madame Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État des États-Unis, adjointe directe de John Kerry, et M. Geoffrey Pyatt, ambassadeur des États-Unis en Ukraine. Cette conversation a été interceptée par les services secrets russes entre le 22 et le 25 janvier 2014, diffusée ensuite sur Internet. En Europe, alors je ne sais pas comment ça a été traduit en Royaume-Uni, mais en tout cas en France, les médias ont fait leur chou blanc en disant « Oui, Madame Victoria Nuland a dit « Fuck the EU ». Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Non. Bon, que l'Union européenne allait se faire foutre. Alors, on en a enfin des tonnes en France que, ah oui, elle a dit que l'Union européenne allait se faire foutre. On a monté ça en épingle pour faire croire aux Français qu'il y aurait une espèce d'opposition entre l'Union européenne et les États-Unis. Mais ça n'avait aucun intérêt. Donc, Mme Victoria Nuland parle comme une charretière, ça c'est son problème. Mais ça n'avait strictement aucun intérêt. Le vrai intérêt de la conversation qui a été diffusée, c'est que l'on a vu dans cette conversation Mme Victoria Nuland dire à l'ambassadeur des États-Unis quel allait être le nouveau gouvernement à Kiev que les États-Unis avaient choisi. Alors on va l'écouter, j'ai traduit ça, vous allez voir. On va écouter cette conversation. What do you think? I think we're in play. The Klitschko piece is obviously the complicated electron here, especially the announcement of him as deputy prime minister. And you've seen some of my notes on the troubles in the marriage right now, so we're trying to get a read really fast on where he is on this stuff. But I think your argument to him, which you'll need to make, I think that's the next phone call we want to set up, is exactly the one you made to Yachts. And I'm glad you sort of put him on the spot on where he fits in this scenario. And I'm very glad he said what he said in response. Good. So, I don't think Cleach should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Yeah, I mean, I guess you think, in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking, in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tony Book and his guys. And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this.
I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Cleach and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, you know. I just think Cleach going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. Yeah, no, I think that's right. Okay. Good. Would you want us to try to set up a call with him as the next step? My understanding... Alors, vous avez vu ce qui s'est passé. Nous avons donc Victoria Nuland qui parle à l'ambassadeur des États-Unis à Kiev et qui examine qui est-ce qu'ils vont placer au gouvernement lorsque le coup d'État sera fait. Et donc, il parle de ça en donnant des petits noms. Cleach, c'est Klitschko. C'est le danseur étoile de tout à l'heure, hein, le boxeur ukrainien. Mafieux, selon le livre du journaliste d'investigation allemand que je citais à l'instant. Tony Bock, c'est le type du président du Parti national-socialiste ukrainien, Svoboda. Et Yats, comme elle l'appelle, c'est Arseny Yatsenyuk, non pas arsenic, Arseny Yatsenyuk, Madame Nuland dit, yes, Yats, it's the guy, je pense que c'est le gars, c'est le mec qu'on va mettre à la tête du gouvernement. Nous avons affaire ici à quelque chose d'assez extraordinaire, puisque, sauf erreur de ma part, je pense que c'est la première fois que l'on a en direct un enregistrement de ce que dans toute l'histoire des hommes depuis le Liban, qu'on appelle un complot. Alors, les gens qui disent « Ah, vous êtes complotiste !» Mais c'est pas... Non, moi j'écoute ça. D'ailleurs, Madame Victoria Nuland a reconnu que la conversation était exacte, puisqu'elle a présenté ses excuses à l'Union européenne pour avoir dit « fact EU ». Et donc ça veut dire que cette conversation est réelle, que les services secrets russes sont balancés sur Internet, et que, en France en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en a été en Royaume-Uni, mais en France, cette information absolument décisive pour comprendre les événements a été torpillée par les grands médias qui ont uniquement axé ça sur le fact EU et absolument pas sur le fond du sujet qui est celui-là. Donc vous voyez que les États-Unis organisent le coup d'État et prévoient qui est-ce qu'ils vont placer à la suite. C'est pas d'ailleurs très nouveau. Enfin, toute l'histoire du XXe siècle, le coup d'État contre Allende, tout le monde sait que c'était les États-Unis derrière. Et toute une série de coups d'État en Amérique latine et autres. Mais là, c'est la première fois quand même qu'on a en live, si j'ose dire, l'affaire. Alors, Arseny Yatsenyuk, qui va être effectivement nommé, et il est actuellement Premier ministre ukrainien, suite au coup d'État. C'est qui ce Arseny Yatsenyuk, surnommé Yats par Victoria Nuland? Eh bien, suite au complot américain, donc révélé de façon irréfutable par la conversation entre Victoria Nuland et l'ambassadeur Payet, le millionnaire, c'est un millionnaire en dollars, Arseny Yatsenyuk a été désigné à la tête du gouvernement ukrainien d'union nationale. Il a d'ailleurs été reçu par Obama il y a quelques semaines après. Il a été reçu à la Maison Blanche. Voilà. Il est donc le président, le premier ministre, jusqu'aux élections présidentielles qui vont avoir lieu le 25 mai. Qui est ce monsieur? Il a débuté sa carrière politique en 2001 comme ministre de l'économie de Crimée. Après un passage par la Banque centrale, il a été ensuite nommé ministre de l'économie, puis ministre des Affaires étrangères. Quelques semaines avant le coup d'État organisé par Washington, avec la complicité donc des milices de Svoboda, des milices néo-nazis, et de Pravi Sektor, qui veut dire le secteur noir, c'est l'extrême droite ukrainienne, il avait participé le 27 octobre 2013 à une réunion de la commission trilatérale au sujet de l'Ukraine à Cracovie en Pologne, sous la présidence de Jean-Claude Trichet. Voici le programme, si vous aviez un doute, où l'on voit The Trilateral Commission Europe, c'était la 37e meeting, 37e réunion européenne du 25-27 octobre à Cracovie. Vous voyez Arseny Yatsenyuk, c'est quand elle dit il a une bonne expérience des questions économiques, c'est notre homme, c'est l'homme des Américains, c'est le cas de le dire. Donc, tout ceci, et je terminerai ici, parce que nous sommes en plein dans l'actualité, pour voir que la France n'est plus la France. La France, elle est phagocytée par une construction géopolitique voulue par les États-Unis. La France a disparu, n'est plus qu'un des larbins du système euro-atlantiste, est entraîné, comme on le voit ici, ça c'était le 3 mars dernier, un engrenage qui est en train de nous précipiter dans un conflit potentiellement dévastateur avec la Russie. Les toutes dernières informations ne sont pas spécialement réjouissantes, hein, puisque aux dernières nouvelles, moi il se trouve que j'ai été interviewé là, par la télévision en russe. Moi je suis inconnu des médias français, la télévision russe, un jour m'a découvert, elle trouve que je suis quelqu'un de tel. Je ne suis pas là pour chanter les louanges
du régime de Poutine, qui n'a pas toutes les qualités du monde, mais qui n'a pas non plus tous les inconvénients qu'on lui prête. Les Russes qui sont venus moi, j'ai discuté avec eux, qui ont quand même des informations, disent Arseniy Yatsenyuk et compagnie, ça va durer, ça va pas durer, hein. Ils sont extrêmement impopulaires, surtout que vous avez vu qu'ils sont en train d'appliquer les directives du Fonds monétaire international, qui ont exigé premièrement que les infrastructures ukrainiennes soient données, vendues à cette grande entreprise philanthropique qui s'appelle Chevron, une entreprise américaine, vous savez, pétrolière, d'autres à des entreprises allemandes de la Ruhr, et puis vous avez eu l'exigence qui a été mise en place par le gouvernement de Kiev d'augmenter de 50% le prix du gaz servi aux Ukrainiens. Donc tout ça est en train de tourner très très mauvais. Madame Timochenko, celle qui s'est fait, vous savez, les nattes, là autour de, c'est une femme qui a été poursuivie pour prévarication, elle a été mise en prison, elle est même poursuivie aux États-Unis. Hein. On a découvert qu'il y a 85 comptes offshore, enfin, c'est une mafieuse, Madame Timochenko. Elle est candidate pour la présidence de l'Ukraine, et elle a fait des déclarations dont on ne vous parle pas, c'est que soit la Crimée redevient ukrainienne, soit elle est vitrifiée nucléairement. Hein. Ils en sont là. Vous avez plusieurs ministres qui sont des ministres complètement dingos au gouvernement de Kiev. Alors, on ne sait pas où ça va. Vous avez vu que la Russie a mis 200 000 soldats le long de la frontière ukrainienne. On est devant une situation qui est sans précédent depuis la fin de la guerre froide. On a le sentiment que les États-Unis ont perdu toute mesure. Parce que qu'est-ce qu'on dirait si, par exemple, la Russie avait organisé un coup d'État au Mexique, avait placé des autorités favorables à la Russie et commencé à vouloir installer des missiles le long du Rio Grande? Hein, l'affaire s'est presque présentée à l'identique en 1961 avec l'affaire des missiles à Cuba. Je rappelle qu'à l'époque, De Gaulle avait pris parti pour les États-Unis et pour Kennedy en trouvant qu'effectivement l'URSS de Khrouchtchev avait bouleversé les équilibres internationaux, que la faute était à l'Union soviétique. On ne va pas chatouiller les États-Unis à Cuba en mettant des missiles à 40 km des côtes de Floride. Mais maintenant, c'est l'inverse, on ne va pas chatouiller l'ours russe en allant déstabiliser l'Ukraine, qui fait partie du patrimoine russe depuis des millénaires, enfin depuis des siècles. Hein, la Crimée, la guerre de Crimée entre la France, qui connaissait à Paris le boulevard de Sébastopol, le pont de l'Alma, connu. On connaît ça fait allusion à la guerre de Crimée de 1854, où d'ailleurs la France de Napoléon III était alliée avec l'Angleterre de la reine Victoria, et puis l'Empire ottoman du sultan Abdülmecid Ier, eh bien, ils sont allés se battre en Crimée contre les troupes du tsar Nicolas Ier, c'est des Russes et des Russes. Voilà. Donc nous sommes en train d'être embarqués dans un processus qui est en train de nous entraîner vers la guerre. Je vous renvoie, pour ceux qui sont intéressés, à une conférence que je fais sur le sujet qui s'appelle « L'Europe, c'est la guerre ». C'est très très important et très grave, parce qu'on veut faire croire aux Français et au peuple d'Europe que la construction européenne serait à l'origine de la paix qu'a connue le continent, ce qui est totalement faux. S'il y a eu la paix sur le continent européen, c'est pas du tout parce que la Commission européenne définissait la taille des sièges de tracteurs ou savait ce qu'on allait faire des montagnes de lait et de beurre. S'il y a eu la paix en Europe occidentale, c'est tout simplement parce qu'il y a eu ce que les Américains appellent MAD, Mutual Assured Destruction, c'est-à-dire le pacte de Varsovie contre l'OTAN avec des missiles intercontinentaux qui étaient capables de tout détruire la planète. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre, hein, qu'il n'y a pas eu la guerre. Donc nous sommes maintenant dans un autre univers et nous sommes malheureusement lancés, et elle est alignée avec le pays qui menace le plus la paix du monde.